C'est l'audio que tu enregistres ou c'est l'image? Image et audio. Super, hein, tu m'as vraiment en version roots, hein. Ah, Salut Rebelle Créative. Voilà. Alors, une entrevue aujourd'hui avec Florence Axel. Je suis super heureuse de te la présenter. Si tu la connais pas, c'est la fondatrice de Mes Bonnes Copines. C'est un immense réseau d'entraide entre femmes et c'est vraiment quelque chose de fabuleux et de super inspirant à voir. C'est une idée que j'ai trouvée, mais j'ai découvert ça il y a quoi, en 2013. Et je me suis dit, merde, c'est vraiment génial comme truc, tu vois. Donc, salut, je vais t'appeler Axel. Salut Florence. salut Henriette. Alors, je suis super contente que tu sois là et que tu aies accepté mon invitation, qu'on puisse échanger comme ça par rapport à ton parcours parce que c'est pas, je veux dire, Mes Bonnes Copines, c'est pas ta toute première expérience en termes de projet en fait que tu développes. Tu en as déjà eu une première. Moi, je dirais que t'es pratiquement une serial entrepreneur, hein. Ah, il paraît, c'est comme ça qu'on me présente de temps en temps. Alors d'abord, je suis ravie de te rencontrer aussi et que tu sois venue à moi de l'autre côté de l'océan. C'est top. Alors comme je disais, là, je suis en méga weekend wear déjà, donc c'est vraiment entre copines, une rencontre entre copines. Exact. Donc oui, je suis un peu serial entrepreneur. En fait, quand j'étais gamine, mon rêve à moi, c'était de bosser avec des artistes. Donc j'ai rapidement monté ma première boîte, mais à la base, je pensais pas que j'allais monter une entreprise. Ce que je savais avant tout, c'était que je voulais réaliser un rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que pour être la plus crédible possible dans le domaine qui était l'événementiel artistique dans lequel j'avais envie de bosser, eh ben, c'était pas une association qu'il fallait que je monte, c'était une société. Donc, en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat, mais c'était pas une fin en soi. Mon objectif, c'était pas de monter une boîte, c'était de faire l'activité dont je rêvais. Exact. Et pour te dire que je suis venue à l'entrepreneuriat plutôt dans ma deuxième boîte, donc 10 ans après, quand j'ai monté Mes Bonnes Copines, où là, je me suis vraiment épanouie en tant qu'entrepreneur, aussi bien que dans le projet même que je montais, tu vois. C'était une maturité, on va dire, d'entrepreneur. Alors qu'avant, je faisais surtout ce qui me faisait kiffer avant de me dire que je me définissais pas comme entrepreneur. Exactement. C'est ce que j'adore, en fait, comment tu le dis, c'est que au départ, donc, premier projet, tu étais motivé par un rêve, l'envie de travailler avec des artistes, tout simplement. Et c'est par la suite, donc, sur le chemin que il a fallu structurer tout ça en tant qu'entreprise. Là, aujourd'hui, c'est ça que j'aimais, en fait, je pense, dans l'expérience que tu as, c'est que tu as l'expérience donc du newbie, donc de la toute nouvelle qui va et qui suit ses tripes. Et aujourd'hui, comme tu dis, tu t'es épanoui en tant qu'entrepreneur. Tu sais c'est quoi monter une boîte de A à Z, parce que je pense que ça s'appelle la tribu des créateurs, c'est ça, hein? Ouais, la tribu des créateurs, c'est une boîte qui tourne bien. Je regardais, je pense que tu en es carrément à genre 1 million de chiffre d'affaires par an. D'après ce que j'ai. Donc ça tourne vraiment bien. Donc tu sais. Non, tu dis ça comme si c'était énorme, mais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas tant que ça, tu vois. C'est un premier pas vers l'entrepreneuriat. C'est une première étape, on va dire, mais c'est pas, ça reste une toute petite entreprise. C'est quand même une TPE. Mais c'est vrai que j'ai, on va dire, vécu ce que j'aime moi, c'est la nouveauté. Okay. Donc je ne peux pas m'empêcher de faire deux fois. Enfin, je n'arrive pas à faire 2 fois la même chose. Donc c'est pour ça que cette première boîte avait ce profil-là, avec cet objectif-là. La deuxième, c'est pas une SARL, c'est une SAS avec un profil de start-up, avec un autre type de profil d'entreprise. La première, elle avait pour vocation, en fait, j'ai commencé à dépenser de l'argent quand j'en gagnais. Ouais. Ce qui est le profil des entreprises, entre guillemets, classiques. Alors que la start-up, tu lèves des fonds et tu dépenses de l'argent alors que t'en as pas. Enfin, tu vois, c'est des modèles, on va dire, de type d'entreprise très différents. Mais 1 million d'euros, c'est bon, c'est un point de départ, mais c'est pas, voilà, j'ai pas du tout une multinationale. J'ai eu 7 personnes, j'embauche une 50aine d'artistes par mois, enfin voilà, donc c'est sympa, ça marche. Ouais. Mais voilà, c'est pas, de toute façon, pour moi, l'objectif n'est jamais atteint non plus, de toute façon. On est toujours en chemin, tu vois. J'entends ça. Cela dit, comme tu dis, ça reste une petite boîte, mais ça reste quand même une belle réalisation. Tu vois, je veux dire, beaucoup parmi les personnes qui me suivent dans ma communauté, je veux dire qu'on est assez loin encore d'arriver à quelque chose d'aussi stable. Je pense plutôt en termes de, tu sais, il y a toujours une étape, peut-être que c'est justement ça qui va être super intéressant avec toi, c'est que on a tous un petit peu ce fantasme en se disant, quand je vais arriver à cet endroit-là, eh ben, là, j'aurai l'impression que ça y est, je l'ai réalisé ce truc. À t'écouter, en fait, finalement, si on écoute ton expérience par rapport à cette première entreprise, malgré le million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas encore, c'est pas abouti. T'as pas l'impression d'avoir réalisé le truc.
En fait, je pense que c'est très personnel. C'est plus une manière personnelle d'interpréter la situation. Okay. Maintenant, parce que souvent maintenant, on a tendance à me dire oui, c'est la success story, comme si c'était quelque chose de fini, d'abouti. Et pour moi, ce qui est intéressant, alors c'est super cliché ce que je vais dire, mais ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y aller. C'est pas le fait d'arriver, tu vois. Et finalement, dès que tu commences à toucher du bout du doigt la prochaine étape, tu rêves déjà de celle d'après. Donc, t'es jamais dans le trip de te dire j'y suis. En fait, c'est vrai, t'as raison. Quand on monte sa boîte, le premier rêve qu'on a, je pense, c'est d'abord celui de réussir à manger et à vivre décemment. Décemment, c'est bien déjà. Exact. Décemment de son activité professionnelle. Après, ça va être d'en vivre bien. Après, ça va être de développer son entreprise, son activité. Donc, c'est vrai que tu as des strates, en fait. Tu as des grandes étapes, tu as des moments clés, on va dire. Mais tu es sur le point d'y arriver que je pense, tu es déjà en train de penser à la suite. Parce que quand on est entrepreneur, c'est ça. Enfin, on n'est jamais figé. Enfin, on est sans arrêt sur un fil. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où... Enfin, quand tu montes ta boîte, ma boîte, la première a 15 ans maintenant. Et au bout de... Tu vois, il m'a fallu quand même 4 ans avant de pouvoir commencer à me payer un salaire. Comme, hein, je dis ça par rapport, je pense que ça peut intéresser... 4 ans pour juste commencer à avoir un salaire. Hein. Oui, sachant que j'ai monté ma boîte, j'avais 22 ans. Donc, j'avais aucun réseau de rien du tout. Je ne connaissais pas mon métier. Donc, j'ai appris mon métier en le faisant. Et j'ai développé mon réseau de relations en le faisant. Aujourd'hui, pour monter mes bonnes copines, j'ai pu commencer à gagner de l'argent beaucoup plus rapidement parce que j'avais 35 ans, mon réseau était beaucoup plus développé, ça va plus vite. Mais quand tu démarres de zéro, sans rien du tout, tu vois, voilà, 22 ans, j'avais bossé 2 ans avant chez Chanel, mais jamais dans le job que j'avais envie de faire. Donc, vraiment, c'était from scratch. Voilà, il a fallu 4 ans avant de pouvoir commencer. Donc, pendant 4 ans, j'ai bouffé de la cuisine chinoise, quoi, tu vois, des pâtes chinoises. Ouais. Bon, voilà. Après, par contre, 5 ans après, je gagnais très, très bien ma vie. Après, voilà, c'est aussi des obligations par lesquelles tu es obligé de passer pour pouvoir... où tu sens que tu as quelque chose et que c'est qu'une question de temps et tu t'accroches pour arriver à cette étape où maintenant, j'ai plus peur du lendemain. Tu vois, je sais qu'à la fin du mois, c'est bon, on va avoir le chiffre d'affaires suffisant. Je sais que... il y aura assez pour payer tout le monde. Donc voilà, mais c'est vrai que cette machine à être lancée, ça met du temps. Hein. Ça met du temps, c'est ça. Moi, j'ai une question qui m'est souvent envoyée, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour continuer à croire? Parce que dans les débuts, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses et on n'a pas énormément de résultats. Ou en tout cas, c'est vraiment très lent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer à croire? Et donc, de continuer d'avancer comme ça vers cette vision qu'on a de ce qu'on a envie de réaliser, en fait. Je pense que la force de conviction, c'est le fondamental de l'entrepreneur. Si t'as pas la foi, je pense que toi aussi tu transparais dans la foi de ton propre projet. Tu vois, si t'as pas cette foi-là, tu t'arriveras pas à tenir dans le temps, c'est certain. J'ai eu l'impression à certains moments d'être une chienne qui s'était accrochée à un morceau et qui ne lâcherait pas. Je ne lâcherais pas, tu vois, d'être vraiment dans ce côté-là. Et je ne pouvais pas lâcher parce que j'étais aussi curieuse de ce qui allait se passer. Et je suis trop curieuse pour lâcher en cours de route. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est très personnel. Moi, j'étais convaincue. Et puis, je pense que tu te poses aussi des objectifs, étape par étape, qui vont te permettre, au fur et à mesure, de te rendre compte. Comment dire? Pour moi, comme tu n'es jamais arrivé, tu n'as jamais abouti de manière finale, et que tu es toujours en chemin et que donc tu avances par micro-réussites et micro-échecs. T'as raté un truc, bon, t'essayes autre chose. Ah, ça marche un peu, tu continues. Et ben, ce côté où ça marche un peu te donne envie de continuer, te redonne la foi. Bon, tu réessayes un truc, ça foire. C'est pas grave. Tu réessayes en t'enrichissant à chaque fois de l'expérience que tu viens d'avoir, tu réexpérimentes autre chose. Enfin, c'est vraiment la ligne attitude. Hein. Enfin, moi, je suis naturellement, c'est marrant parce que maintenant on me demande beaucoup d'intervenir sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement ligne dans ma démarche sans l'avoir intellectualisé. Mais c'est ça, du fait, c'est tous ces micro-réussites qui te donnent la foi pour continuer un pas plus loin. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la force de conviction à long terme, c'est que la foi, ça s'entretient chaque jour par un micro-truc, un contact que tu as eu qui t'a donné le sentiment que ça prend, un retour sur une newsletter, enfin, c'est que des micro-réussites qui te donnent cette foi, je pense, à long terme. Et donc, ce que je comprends aussi, c'est que pour avoir ces micro-réussites, ça nécessite forcément de petites actions de façon régulière. Moi,
Ah oui, c'est clair que si tu n'agis pas, ça risque pas de marcher. En fait, moi, j'ai l'impression que mes journées sont passées à semer. Tu vois, je te dis sûrement plein de choses que tu vois, je partage. Non, vas-y, c'est super intéressant, continue. J'ai l'impression que je passe ma vie à semer. Alors, sur plein de sujets, tu vois, quand j'ébute ma journée, je vais avoir une partie commerciale, une partie de réseautage, une partie de réflexion, une partie d'écriture. Mais en fait, ce sont voilà, je sème un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et au fur et à mesure, ça germe. Ça germe. Alors, il y a des fois, ça germe tout de suite, des fois, ça germe un petit peu plus loin, mais c'est toutes ces petites micro-actions parce qu'elles sont dans une même mouvance, hein, parce que tu as une vision cohérente. Il y a un lien, il y a un fil conducteur entre toutes ces actions. C'est pas au hasard, c'est pas surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps dans une journée, donc il faut vraiment réussir à structurer et à savoir quels sont tes objectifs. Mais en gros, j'ai des objectifs de certains moments, de dossiers que je veux faire avancer, et donc voilà, je sème. Donc c'est toutes ces petites micro-actions qui finalement permettent aussi qu'à un moment ça prend à certains endroits, des fois ça prend pas, mais que ça puisse prendre. Si t'as pas de petites racines posées à droite à gauche, ça prendra jamais, ça c'est certain. Ouais. Et alors, si maintenant on regarde avec l'expérience que tu as accumulée, donc là maintenant tu lances un nouveau, maintenant ça fait à peu près 3 ans qu'il est lancé, donc tu as un nouveau projet qui est là en place, Mes Bonnes Copines. Ce que j'ai aimé dans une de tes entrevues, que je trouvais vraiment trop cool, c'est que tu disais que tu avais eu l'idée, donc tu avais fait ton étude de marché, tu as lancé le projet, ça a pris. Par contre, tu savais pas comment tu allais monétiser ce projet au départ. Ouais. Ça c'est toujours dans cette même idée. Moi, je crois beaucoup à l'humilité dans l'entrepreneuriat. Je crois beaucoup que ce que je sais, c'est que je sais pas. Ce qui m'empêche pas d'être sûr de moi enfin, tu vois, il faut réussir à avoir ce bon équilibre. Mais ce que je pense, c'est que moi, je ne sais pas. Mais par contre, mes clients, en tout cas, ma communauté sait, elle. Elle sait de quoi elle a besoin et elle sait ce que moi, je peux lui apporter. Donc, c'était pour ça que l'idée, j'étais persuadée que cette communauté et donc cet aspect collaboratif, donc Mes Bonnes Copines aujourd'hui, c'est 45 000 femmes partout en France qui s'entraident. Donc, elles font 2 choses principalement sur la plateforme. Elles s'échangent des services gratuits. Donc, c'est-à-dire que tu vas en trouver une qui est graphiste, qui va te proposer de faire ton logo gratuitement. Une autre, je voyais là, qui faisait une sortie avec ses enfants dans un parc qui avait des places en plus, qui proposait à n'importe quelle maman qui avait envie de venir de l'accompagner. Une autre qui sait faire des cabanes dans les arbres, qui va proposer de venir le faire dans ton jardin. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Chacune apporte son talent et le truc qu'elle aime partager avec les autres, gratuitement aux autres. Et la deuxième chose qu'elles font sur le site, c'est qu'elles se rencontrent beaucoup dans la vie réelle. Il y a la dimension physique qui sont des choses très importantes. Donc en fait, j'étais convaincue que l'aspect collaboratif était féminin et que cette communauté, elle se développerait toute seule. Ça, c'était la première chose. Donc en fait, j'ai créé une plateforme et j'ai vraiment essayé de rester... Bon, forcément, la plateforme au départ, c'était l'ADN que moi j'avais envie d'y mettre et les convictions que j'avais. Donc j'avais quand même des convictions de base. Mais ensuite, j'ai essayé d'être spectatrice sur la manière dont la communauté se l'appropriait en fait. Tu vois, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle venait y chercher et en me disant que le business model, il découlerait de la communauté qui se serait créée. Mais au moment où je l'ai lancée, je ne savais pas de qui elle serait composée exactement, qui seraient ces femmes, quel âge elles auraient, de ce dont elles avaient besoin, etc. Donc, une fois que la communauté était créée, j'ai passé énormément de temps à échanger avec cette communauté. Je suis allée les voir, j'en ai rencontré, j'en ai eu 200 au téléphone. Enfin, je me suis immergée dedans et j'ai essayé d'en sortir une substantifique moelle pour essayer de comprendre qui elles étaient, qu'est-ce que je pouvais leur apporter. Et en fait, c'était... Et ça, je pense que c'est vraiment une mécanique qui est utile, quel que soit le business. C'est comprendre, mais intrinsèquement, où est le sens de ta communauté et tu vas trouver comment pouvoir l'aider. J'adore ce que tu partages là. C'est vraiment génial. Comprendre quel est le sens de ta communauté. Et tu le découvres, en fait, d'abord rassembler les gens et ensuite, tu découvres de quelle façon tu vas pouvoir les aider. C'est complètement la logique des réseaux sociaux aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tu acceptes dans un premier temps de donner, hein. Enfin, tu connais bien tout ça, voilà, quand tu es sur Twitter, sur LinkedIn, les posts, quand tu as un blog, c'est tu offres gratuitement ton expertise, tu donnes ce que tu as à donner, ce qui fait venir naturellement à toi des gens qui ont une affinité avec ce que tu proposes. Et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir commencer à faire du business avec elle et voir de quelle manière tu vas pouvoir créer une relation commerciale. Mais dans un premier temps, t'es vraiment, et c'est pas antinomique dans cette relation de don, de donner, parce que ça va permettre de créer une communauté. Et ensuite, de lui apporter de manière naturelle ce dont elle a besoin et que là, elle sera prête à payer, ce qui est autre chose. Bon, moi, la particularité, c'est que ma communauté, l'objectif, c'était
ça soit pas elle, ma cliente, mais que ça soit plutôt les annonceurs, mes clients. Parce que j'avais envie que cette communauté soit intrinsèquement, que l'offre de ce que j'apportais à cette communauté reste gratuit, à vie. Enfin, que ce soit vraiment le fondamental de mes bonnes copines. Mais par contre, la question, c'était qu'est-ce qu'on peut créer comme relation avec les annonceurs. Donc, en parlant avec toutes ces femmes, ce qui en est ressorti, c'est que la particularité de ma communauté, c'est que c'était des consos actives. C'est-à-dire des femmes qui avaient une affinité avec les marques, mais qui en même temps cherchaient à la challenger, qui manquaient de confiance dans les marques, qui étaient assez allergiques au marketing descendant des marques, tu vois, qui une pub, ça leur parlait pas. Ouais. Qui avaient besoin d'interagir, qui recherchaient beaucoup cette relation humaine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles étaient sur le site. Donc en partant de ça, je me suis dit, ok, si je mets du bandeau pub sur mes bonnes copines, laisse tomber, ça va pas marcher. En plus, il faut des volumes de malades, donc c'est pas intéressant. Donc j'ai essayé de trouver un business model inverse en me disant, qu'est-ce que je peux proposer? En fait, j'adore l'idée, et je pense que ça aussi, ça peut être intéressant, de trouver des spirales vertueuses, c'est-à-dire trouver quelque chose qui soit à la fois porteur de business, parce que très clairement, je ne suis pas une association, je suis une start-up à but très lucratif, et c'est pas ma démarche de fond. Et pour moi, c'est pas du tout. Tu es dans l'univers anglo-saxon, mais en France, il y a toujours cette problématique. Oui, tu fais un truc collaboratif et tu vas gagner de l'argent. C'est alors que pour moi, au contraire, c'est donner aussi ensuite le pouvoir et la force de frappe que permet d'avoir des budgets en termes de communication, etc. À une démarche qui fait du bien à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de trouver un business model qui, à la fois, apporte quelque chose à la communauté et apporte quelque chose aux annonceurs. Donc, d'où l'idée de créer, on fait de la co-création marketing. Donc, on propose à des femmes et à des marques de se retrouver autour de table pour co-créer des produits, des offres ensemble. Donc, ça permet aux bonnes copines de prendre la main sur leur consommation, ce dont elles rêvent et ce en quoi elles sont en demande. Et de l'autre côté, ça permet aux marques qui ont perdu pas mal la confiance de leurs clientes, de la regagner de cette manière-là. Donc, c'est win-win pour tout le monde. Exactement. Ce que j'aime dans ce que tu partages, d'abord, dans un premier temps, quand tu disais tu as rassemblé une communauté, tu as dit que tu as donné à ce projet, en fait, ton ADN. Ce que je comprends là-dedans, en fait, c'est que pour rassembler ces personnes dont tu savais pas quel âge elles auraient, qu'est-ce qu'elles voudraient ou quoi que ce soit, ça a été, en fait, de les rassembler autour, finalement, de valeurs. Exact. Okay. Première chose, ça rassembler donc les bonnes personnes par rapport à des valeurs, tout simplement. Ouais, t'as raison, en fait, sur mes bonnes copines, la valeur, c'était vraiment le point central. En fait, l'idée de base, c'est que j'ai eu l'idée de mes bonnes copines. Donc, j'ai monté ma première boîte pour réaliser un rêve qui était de bosser avec des artistes. C'était vraiment un rêve perso. Et le deuxième, mes bonnes copines, j'avais envie, en fait, quand j'ai essayé de trouver l'idée, parce que je me suis posée pour trouver l'idée, c'était de trouver une idée qui, parce que je venais d'avoir 2 enfants, participe à la fourmilière du monde, tu vois, accompagne l'évolution du monde dans le bon sens. Et donc, dès le départ, les valeurs, c'était un peu, imaginons le monde dont je rêve demain pour mes enfants, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que la notion de valeur, mais parce que c'était aussi très intrinsèque à la démarche du projet, a été essentielle, quoi. C'était Et en parlant à toutes ces femmes, le mot valeur revenait tout le temps aussi, parce que c'était vraiment partie prenante de l'ADN même de la démarche. Mes bonnes copines, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager des valeurs, quoi. C'est vraiment, exactement. C'est que l'accent mes bonnes copines, mais juste le nom, hein, mes bonnes copines, met l'accent sur la relation humaine et non sur même le concept en réalité. Vraiment, c'est directement la relation humaine et donc forcément les valeurs. Ce qui était marrant, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas sur un événement de bonnes copines, parce qu'il y en a eu... rien que là, sur ce mois-ci, il y en a 25 partout en France qui vont être organisées par des bonnes copines elles-mêmes, chacune dans leur ville. Quand elles se rencontrent, à partir du moment où elles font partie de mes bonnes copines, elles se tutoient et elles sont copines. C'est marrant, il y a une sorte... Tu vois, le simple fait de faire partie de quelque part de cette tribu, c'est comme si on disait, ok, je partage tes valeurs. Tu vas ouvrir ta porte parce que c'est une bonne copine, c'est pas n'importe qui. Pourtant, tu l'as rencontrée sur Internet, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment quelque part avoir le sceau des valeurs qu'on défend ensemble, quoi. Ouais, je comprends. Et aussi autre chose, comme tu disais, c'est que dans les services qui sont offerts, tu as aussi bien des gens qui proposent de te faire un logo qu'une qui va proposer je sais pas, un babysitting. Donc c'est vraiment le mélange en fait finalement de cette vie personnelle, vie professionnelle. Donc les coups de pouce sont tous mélangés, tout le monde est là ensemble. Et c'est ça en fait qui m'intriguait parce que c'est quelque chose que je partage énormément parce que je suis vraiment, j'ai du mal à comprendre cette idée justement d'être divisé comme ça entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de mêler les deux? Parce que c'est pas quelque chose que l'on voit de manière, je dirais, plus traditionnelle.
Je pense que c'est très très féminin dans l'approche de mixer les deux en fait. L'idée de mes bonnes copines est aussi venue parce qu'en fait j'ai un souvenir super précis en tête. J'étais en train de déposer, mais il y avait ma fille qui était en maternelle encore à l'époque. Et tu vois, t'es à la maternelle, il est 8h du matin, on vient de faire un bisou à nos bouts de chou, tu lui files le doudou, on se retourne et là on se croise je me croise le regard d'une maman qui était comme moi. Elle remet bien sa chemise, elle remet bien sa veste parce que là elle part au boulot, tu vois. Et elle prend son sac à main et c'est parti et on est en mode winneuse au boulot. Et en fait, j'ai vraiment eu cette sensation multifacette. Entre deux rendez-vous, on va courir acheter des chaussons de danse pour la petite dernière. Entre deux, on va acheter une paire de bas pour faire le show à son mari le soir, si on a le courage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on est vraiment, les femmes d'aujourd'hui, elles ont vraiment ce côté multifacette et qui fait vraiment la particularité de notre manière d'appréhender, je pense, notre vie au sens large. On cherche un sens au sens large. Et puis, c'est marrant parce que je me suis aussi rendu compte de ça. Parce que grâce à mes bonnes copines, j'ai fait des rencontres avec des femmes entrepreneurs de très très haut niveau, de grosses sociétés du CAC 40, enfin des tueuses quoi, tu vois. Genre des femmes où tu fais méga respect quand tu les rencontres. Et je les rencontre et je me souviens d'une en particulier qui c'est la boss de Caporal en ce moment, tu sais la marque de jeans. Et on se retrouve pour boire un café chez Nescafé là sur les Champs-Élysées. Et puis, on parle, et puis au bout de 3 minutes, elle me parle de ses enfants, en fait. Et c'était naturel que ça fasse partie de la discussion au même titre que le boulot, si tu veux. Et je n'imagine pas avoir eu cette discussion avec un entrepreneur, un méga successful entrepreneur du même gabarit, qui m'aurait parlé de ses gamins de la même manière, si tu veux, je ne peux même pas l'imaginer. C'est vraiment quelque chose qui nous est particulier, de se définir aussi bien par notre aspect pro que par notre aspect perso aussi, en fait, je pense. Je suis entrepreneur, j'ai déjà monté 2 boîtes, mais j'ai aussi 2 gamins, quoi. Et ça, c'est dans la même phrase. Exactement. Alors qu'un homme entrepreneur va plus rarement, allez, je veux pas faire de clichés, mais va quand même beaucoup plus rarement mixer les deux, quoi. Donc c'était aussi une des sources d'inspiration de la démarche. Ok. Et il y a aussi un truc que je remarquais, parce que tu es dans l'idée justement de la collaboration, de cette solidarité entre femmes, et aussi de mettre les valeurs en premier. Je voulais te demander, est-ce que quelque part il n'y a pas un aspect spirituel qui jouait là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup d'idées aujourd'hui qui sont comme ça, qui sont diffuses dans la société, et surtout qui vont beaucoup chercher les femmes. C'est vraiment toutes les notions de spiritualité, d'entraide plutôt que de compétition. Est-ce que ce sont des choses qui ont influencé ta démarche? Alors, moi, je mets pas ça dans la case spirituelle. Après, je pense que c'est très subjectif, mais je sais pas si ça s'appelle spirituel ou pas. Disons que je crois très très fort aux valeurs féminines. Donc, que sont l'empathie, le collaboratif, VS, le yin et le yang, quoi. VS, les valeurs masculines qui sont des valeurs de combat. C'est un autre trip. Mais moi, je crois très fortement à ce type de valeurs-là et je me rends compte que je suis pas la seule. Enfin, toutes les femmes qui rejoignent justement mes bonnes copines, c'est exactement les valeurs que défend une bonne copine. Hein. C'est juste des valeurs féminines de protection, de bienveillance, des valeurs. En fait, les valeurs d'une maman pour son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Qui ne peut être que dans la protection, dans l'entraide, dans le j'ai envie de t'aider, dans la fierté d'y aller ensemble. Enfin, voilà. Donc, oui, clairement, vu que ça faisait partie de mon projet à la base, cette démarche d'avoir envie de participer à permettre à ce que le monde aille dans le bon sens, pour moi, le bon sens, c'est le sens de ces valeurs-là. Mais, par contre, ça n'empêche pas de l'engagement, du combat, mais au sens énergique du terme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas... Enfin, comment dire? J'ai juste un peu de mal avec la bienveillance qui devient trop arrondie et trop molle, quoi. Pour moi, tout passe par l'action. C'est lance-toi, saute dans le vide, ose. Enfin, tu vois. Donc mais bienveillance, humilité, etc. quoi. Mais c'est peut-être en fait que ces valeurs-là ne sont pas forcément contradictoires, mais viennent compléter une façon de faire, en fait, de fonctionner qui était plus commune, qui était plus yang, justement, plus masculine. Et là, en tant que femme, vu qu'on est plus impliqué, on apporte à ces valeurs pour tout simplement leur donner peut-être un peu plus de douceur. Eh ben, je pense que tu as tout à fait raison. Tu vois, tu viens de
voilà, en fait, c'est peut-être pas l'un versus l'autre, mais c'est plutôt, pour moi, t'as raison, l'un qui vient en appui de l'autre, quoi. On se rajoute. Faut pas tomber dans le côté mou et féminin gnangnan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, la vie est un combat, mais un grand kiff, quoi. Enfin, tu vois, il y a une notion de plaisir aussi. Enfin, il y a plein de choses derrière, mais une vraie dynamique, quoi. Et ton sourire dans l'histoire. J'adore. Et voilà, c'est ça. Là, tu m'as déstabilisée. Bienveillance. Oh, c'est génial. Tu sais, je crois que c'est il y a 2 semaines, j'avais justement une entrevue avec Christine Lewicki. Oui. Et donc elle partageait un petit peu des principes fondamentaux comme ça qu'elle a développés dans son livre Wake Up par rapport à la réussite. Et il y en avait un justement qu'elle disait que c'était le dernier, c'était en fait prendre soin de sa source, tu vois. Et c'est quelque chose, enfin, personnellement, ce que j'avais remarqué, c'est que quand on commence un projet, et même de manière générale avec nos vies, tu vois, comme tu dis, moi j'ai pas d'enfants, mais tu as tes enfants, tu as ton entreprise et toute autre responsabilité que tu as. Et souvent la chose qui passe un petit peu en dernier, c'est soi-même. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Donc, je vais savoir un petit peu comment est-ce que toi, tu fais pour gérer ça. Parce que quand même, tu as pas mal de responsabilités. Donc, comment est-ce que tu arrives à t'inclure dans l'équation? Alors, en fait, déjà, le job et les gamins, c'était déjà le bon défi. L'année dernière, je me suis rendu compte que son mec, c'était super méga important aussi, quoi. Et en fait, à un moment, j'étais juste entre mon boulot, parce que souvent, nous, les femmes, on a l'impression que mon boulot, c'est moi. Enfin, tu sais que le fait de bosser, en fait, c'est du temps pour soi. Donc, le reste du temps, il doit être pour les gamins, en fait. Ouais. Donc, j'étais un peu dans ce binôme, d'activité-là. Et c'est vrai qu'à un moment, mon mec, il m'a dit, attends, t'es gentil, tu bosses comme une damnée, et quand t'as terminé, tu t'occupes des gamins, mais et moi, quoi. Bon. Donc, du fait, je l'ai rajouté dans l'équation. Et en fait, bon, j'arrive pas trop à trouver du temps pour moi, mais non, d'ailleurs, j'y arrive pas beaucoup, mais j'y arrive à ma sauce. C'est-à-dire que sur les rendez-vous pour aller à mes rendez-vous clients, à mes rendez-vous business, eh ben, j'arrive souvent en avance parce que je vais souvent rentrer dans une boutique, tu vois, par exemple. Okay. En fait, je fais les choses sur le chemin, en fait. Donc, j'ai rarement mon moment à moi, mais par contre, voilà, entre deux. Et je me rends compte aussi que les moments que je vais passer avec mon chéri, c'est sûrement ceux où je suis le plus avec moi, tu vois. C'est marrant parce que je parlais avec une femme il y a 2 jours qui a un job aussi très prenant et elle me disait oh là là, c'était génial, je viens de passer 2 jours avec mes 3 enfants, juste moi toute seule avec mes 3 enfants, ça m'a fait un bien fou, je me suis ressourcée. Moi perso, je passe 2 jours rien qu'avec mes 2 enfants, moi je pète un cap total, tu vois. Comme quoi on a vraiment chacune sa manière de ressourcer. Moi c'est mon moment avec mon chéri qui sont ces moments voilà où je me ressource et où on rêve ensemble de l'avenir qu'on va se créer ensemble, tu vois. Donc voilà, mais en ce moment c'est voilà, je suis surtout sur ces 3 trucs là et moi ça passe principalement par avec mon chéri. Ok, donc c'est ça, donc c'est vraiment finalement de trouver chacun a sa façon de se ressourcer et tu trouves la tienne. Et ensuite, tu fais en sorte de vraiment l'inclure, quoi, chaque jour ou bien? Je pense, ouais, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de modèle, en fait. Je pense que Christine a complètement raison. Faut trouver sa source à soi mais écouter les copines et la manière dont elles font. Et des fois, des fois, ça donne des idées aussi, tu vois. C'est hyper subjectif et personnel. Alors après, tous les combien est-ce que ça nous arrive de temps en temps. On aime bien faire ça. En fait, c'est un peu la liberté quand t'es entrepreneur. C'est de temps en temps, tu fais ça et tu disparais du radar. Pendant 3 heures, t'as disparu. Donc, c'est vraiment l'envie. Voilà. Ah oui, nous, on est très sur le côté spontané. Okay. Voilà. Après, c'est un secret où nous partons, nous disparaissons. Mais c'est, voilà. Et on revient ensuite dans la vraie vie. On est, voilà. On est bien tous les deux. On s'est retrouvés. On est, voilà.
Mais c'est amusant à faire ça. Ouais, voilà, moi c'est mon escapade, c'est ma disparition. J'ai vraiment cette sensation d'être en dehors du radar parce que je suis quand même très suivie, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de gens à qui j'interagis, je reçois des centaines de mails et tout ça, donc voilà. Mais il y a des moments où d'un coup je fais ça, et d'un coup personne ne sait où je suis. C'est fascinant, tu sais. Je regarde, je t'écoute parler avec justement ces centaines de mails, 2 projets en même temps, la vie de famille. Et je me dis, comment elle fait? Donc, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi une journée type dans ta vie? Alors, on se lève enfin, moi, je me lève à 6h30 le matin. Et d'abord, je fais le réveil, le lever du soleil, là. Comment t'appelles ça, le truc du soleil en yoga, là, tu sais, l'enchaînement. Salutations ou La salutation au soleil, voilà, exactement. Je commence par oui, parce que j'ai mal au dos maintenant, je suis un peu une mamie, donc je fais ma salutation au soleil, ça me prend 5 minutes, mais je suis contente de l'avoir fait. Je range mon tapis de yoga et je rentre dans le lit de mes enfants pour leur faire des câlins pendant qu'ils dorment pour les réveiller. Donc je réveille mes gamins, je m'occupe de faire les petits déj, bon voilà, après c'est le truc traditionnel, et ils partent à l'école, il est 7h30. Et puis ensuite, je file sous la douche et puis à 8h moins le quart, voilà, je commence à bosser. Moi, j'aime bien commencer à bosser. Alors, en France, 8h moins le quart, c'est assez tôt en France. Je sais pas, tu vois, ça dépend des rythmes, voilà. Et puis après, je bosse. Après, ça dépend parce que j'habite entre Cannes et Paris, tu sais. Alors, encore un choix de vie un peu improbable. Mon mari et les enfants habitent à Cannes, et moi aussi. Mais une fois par semaine, je monte 3 jours à Paris. Donc, toute seule. Donc, toute seule, genre, est-ce que c'est parce qu'il y a des obligations ou c'est vraiment juste parce que t'aimes ça? En fait, j'ai plein de rendez-vous. Avant, en fait, ça fait que depuis 1 an qu'on habite à Cannes. Okay. Donc, et puis ma vie, enfin, comment dire, tous mes rendez-vous, majoritairement, enfin, 99% ont lieu sur Paris, tu vois. Okay. Et donc, c'était un choix de vie, mais la contrainte, c'était de faire ces allers-retours. Tu vois, ce qui complexifie encore plus le fait d'avoir un peu à tout gérer, c'est que j'ai un super mari qui gère tous les gamins. Donc, en ce moment, il est au cours de judo avec eux, tu vois. Voilà. On a décidé, et ça lui convient tout à fait, c'est lui qui s'occupe beaucoup plus principalement et de la maison et des enfants maintenant. Et en ce moment, c'est moi qui avance sur le projet de mes bonnes copines, entre autres, voilà. Donc c'est obligatoire d'avoir ce genre d'organisation pour être capable, comme tu dis, tout faire. Je ne suis pas du tout une Wonder Woman, je suis à la loose régulièrement, j'ai régulièrement des appels de l'école de mes enfants parce que ma fille est allée en tongs à l'école alors qu'elle n'a pas le droit d'y aller en tongs, enfin tu vois, bon, voilà. J'ai mes looses, voilà. Mais quand au moment de solitude où la maîtresse me regarde, elle me dit, mais vous êtes qui? Voilà, je suis la maman, elle, tu vois, elle sait même pas qui je suis tellement elle me voit pas beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Alors nous on a pris le parti d'en rire avec mon mari, tu vois, ça devient nos jokes personnels, nos moments de loose de parents qu'on a de manière régulière. Ou quand mon mari m'envoie une photo des enfants et je me rends compte que ma fille est en pyjama, en fait, il lui met un t-shirt de pyjama, tu vois, un type de maman, quoi, tu vois, les trucs. Et dans l'absolu, il n'y a rien de grave, c'est rien de grave. C'est juste pas parfait, mais voilà, on a accepté que ça le soit. Et puis donc voilà, on bosse toute la journée, et puis le soir à 6h, il y a mes gamins qui sont, 6h30, il y a mes gamins qui sont de retour. Je m'occupe des gamins, on fait à manger, on fait les devoirs, blablabla, jusqu'à 8h. À 8h, ils dorment. Je les couche tôt, moi. Ils lisent et ils dorment. Et puis après, je m'en remets devant mon ordinateur jusqu'à 10h. Ça dépend des soirs et des besoins. Et puis voilà. Et puis après, c'est pour mon chéri. C'est le temps pour mon chéri. En gros, c'est ça mon rythme. Et quand je suis sur Paris, c'est vraiment 100% sur mon travail, que sur mon travail. Sur le travail. D'accord. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est super important le partenaire qu'on choisit, hein. Tu m'étonnes. Après, c'est des moments de vie, hein. C'est en ce moment, ça se passe comme ça, et ça veut pas du tout dire que ad vitam aeternam, notre organisation sera telle quelle. Moi, je crois, c'est la même chose, tu vois, quand je te disais qu'il y a rien de figé, en fait. Pareil dans ta vie pro, pareil dans ta vie perso. Pour moi, rien n'est figé. Aujourd'hui, c'est cette organisation-là. Il y a 6 mois, c'était une autre, et dans 6 mois, on va changer les curseurs, voilà, pour essayer de faire évoluer, pour que ça fonctionne mieux. Enfin, c'est jamais figé, donc c'est jamais non plus angoissant ou sclérosant parce qu'on fait juste qu'expérimenter, tu vois. On essaie cette organisation en ce moment. J'aime ça, c'est l'idée toujours de la liberté et de la flexibilité, hein. On essaye ça, c'est pas couler dans le béton, ça marche pas, on change. Grave, et c'est la même chose pour moi, pour la manière de gérer une boîte, hein. C'est con, mais c'est la même logique, c'est la lune,
c'est la méthode Lean version vie personnelle, quoi. Exactement. Pour moi, c'est la même logique. Donc, tout devient moins angoissant puisque c'est pas, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu prends pas des risques extrêmes, t'essayes. Donc, tu as la légèreté psychologique aussi, tu vas te dire, j'ai le droit de me gameler et que ça marche pas. En fait, je pense. Ça aide. Donc là, j'aimerais savoir, avec ces deux expériences, une sur laquelle tu as déjà plus de 15 ans d'expérience dessus, une autre qui est plus récente, quelle est la chose que tu as tirée de ta première boîte, vraiment c'est ça, la leçon ou bien la chose qui te permet aujourd'hui que tu peux appliquer en fait sur Mes Bonnes Copines et qui te facilite la vie? Qu'est-ce que j'ai appris sur la tribu? Je crois que la principale chose que j'ai apprise, c'est que c'était pas compliqué du tout de monter une boîte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas... Parce que non, mais au sens... souvent, les femmes me disent « Oh ouais, mais c'est tellement compliqué de monter une entreprise. » Je veux dire, moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas bossé avant ou très peu. Tout ce qu'il faut, c'est être bien accompagné. J'avais un super expert comptable, un très bon prestataire de paie. Voilà. Après, il y a rien de techniquement complexe qui fait qu'on risque de ne pas être capable de le faire. Par contre, il faut être bien entouré, ça c'est certain, et il faut être rigoureux, quoi. Mais à part ça, c'est pas un problème. Et c'est surtout, c'est pas une fin en soi, c'est pas ce qui doit être bloquant ou angoissant. L'angoisse, c'est pas dans cette case-là à la mettre. Voilà le truc. Ouais, je pense que c'est le truc que j'ai appris. Qui fait que la deuxième boîte, c'était easy, tu vois, de se lancer. C'était pas angoissant, quoi. C'était pas angoissant. Tu savais que c'est pas compliqué, tu t'entoures bien et tu es rigoureuse et donc tu vas forcément réaliser le truc, tout simplement. Ouais. Après, peut-être que ça marchera pas, hein. Tu sais jamais si ça marchera au départ. Mais ça doit pas être un frein, tu vois. C'est pas ça qui doit t'empêcher d'y aller, quoi. C'est génial, génial. T'as vraiment partagé des trucs, mais waouh, quelle conversation. C'est parti comme ça, là-dedans. Trop génial. Là maintenant, bien sûr, pour celles qui nous regardent, hein, les rebelles créatives, je suis sûre qu'elles vont adorer ta communauté parce que c'est vraiment toutes les valeurs que je partage également sur ma plateforme. Donc, Mes Bonnes Copines, ça fonctionne sur un système de marrainage. Hein. Exact. Donc, mais il n'y a pas forcément besoin de connaître quelqu'un sur place directement. Je pense que c'est possible de se faire marrainer directement en arrivant sur le site également. Hein. Oui, on peut tout à fait créer son compte sans être marraine. En fait, si elles te mettent, j'imagine que tu fais partie des bonnes copines. Voilà. Donc si elles mettent ton mail, par exemple, en tant que marraine, la seule particularité, c'est que tu vas recevoir, toi, des merci à chaque fois qu'une va être... en gros, ça va les permettre de se connecter de manière un peu plus directe à toi. Mais sinon, ça n'a pas d'autre impact. Tu peux tout à fait t'inscrire même si tu n'as pas de femme qui te marraine. Ok, super. Donc, elles peuvent aller directement sur le site mesbonnescopines.com. Il y a également la page Facebook qui est là, qui compte déjà près de 11 000 personnes qui suivent la page. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué que tu faisais également sur Mes Bonnes Copines, ce sont des webconférences. Donc, les copines qui donnent encore une fois des trucs, qui partagent des trucs. Cette fois, c'est sous forme de mini-enseignement. En fait, c'est l'idée l'idée de base de Mes Bonnes Copines, c'est qu'on a tout un truc dans lequel on est très bonne et qu'on va partager avec les autres. Et donc, ça peut avoir lieu, les fameux coups de pouce. Donc, ça peut avoir lieu sous la forme de, tiens, on se rencontre et on papote pendant 1 heure et je vais te donner mes astuces pour. Mais finalement, on s'est dit, tiens, on peut aussi utiliser les webconférences pour partager ça peut devenir un coup de pouce en tant que tel. Donc, je suis experte en ce que tu veux, en tarologie, ou en beauté, ou en ce que tu veux. C'est une sorte de tuto, si tu veux, mais qui est un tuto qui est dirigé vers la communauté et présenté autour d'une thématique qui peut être aussi bien la beauté que... alors j'ai vu là, il y en a des géniaux, une nana qui dit comment... mes retours d'expérience, comment j'ai marché 3000 km pour aller jusqu'à Jérusalem. C'est une nana, elle va partager son expérience. Une autre, c'est comment j'ai accouché sans péridurale. Tu vois? Donc, c'est à la fois des retours d'expérience
qui ne nécessitent pas d'expertise, entre guillemets, mais juste un partage de voilà comment moi j'ai fait ça. Et puis d'autres où c'est vraiment des expertes, des nanas qui maîtrisent ce sujet parce qu'elles sont devenues professionnellement expertes de ce sujet, qui vont venir offrir leur... Donc on a Christine et Vicky, par exemple, qui avaient proposé une webconférence aussi, par exemple. Ouais. Elle m'avait parlé de ça. Ah, c'est trop génial. Bon, bah, je crois qu'on va terminer l'entrevue là-dessus. Rebelle créative, j'espère que tu as aimé cet échange parce que je l'ai trouvé super inspirant, non seulement en termes d'idées, parce que je veux dire Florence qui nous partage comment est-ce qu'elle a monté son idée, son modèle d'affaires et tout ça, ça fait ça bout dans la tête là les idées, mais aussi ce qu'elle a appris, tu vois, que finalement lancer une entreprise, c'est pas compliqué, il faut être bien entouré et il faut être rigoureux. Génial, non? À vous de jouer les rebelles créatives. Exactement, c'est à nous de jouer maintenant. Donc, bien sûr, si c'était la première fois que tu découvrais une entrevue ou une capsule avec Rebelle Créative, bah, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et tu recevras mes prochaines inspirations par mail. Et bien sûr, mes bonnes copines sur le site mesbonnecopines.com pour revoir Florence Axel. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine fois et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah. C'est bon ça.